Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder la guérison de nos blessures et l'équilibre de nos parts féminines et masculines qui en découlent. Dans le précédent épisode, j'évoquais la nuit noire de l'âme et j'expliquais qu'elle nous révélait l'ensemble des blessures dont nous sommes porteurs. Ces blessures, nous avons à comprendre à quoi elles sont rattachées, ce qu'elles viennent bouger dans notre intérieur, à quel moment, dans quelles circonstances. Il existe 5 blessures fondamentales: l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Nous sommes tous porteurs d'une première blessure originelle qui marque plus fortement notre personnalité, et cette blessure, elle s'accompagne d'une ou plusieurs autres blessures qui s'expriment de manière moins prégnante en distillant leurs effets à l'occasion de situations particulières. C'est à partir de notre naissance, parfois in utero, pour le rejet par exemple dans le déni de grossesse, et durant notre petite enfance, que vont être créées nos blessures originelles. Ces blessures, elles sont principalement le fait de nos parents, mais selon les cas et les situations de vie, elles peuvent l'être aussi de figures d'attachement à qui nous sommes confiés. Des grands-parents, une famille d'accueil, des éducateurs en internat par exemple. Nos blessures, elles seront donc d'autant plus profondes et douloureuses puisque causées par les personnes en qui nous avons placé notre amour, notre confiance, voire notre admiration. Tout au long de notre vie, nous serons confrontés de manière régulière et tant que nécessaire à des situations qui auront comme effet de venir réveiller et titiller nos blessures originelles afin de nous pousser à entamer un travail de guérison définitive. La répétition de ces situations déclenchera la répétition de sensations et d'émotions douloureuses, s'amplifiant dans le temps, car chaque nouvelle situation sera émotionnellement rattachée à la blessure originelle et aux suivantes par des sensations psychiques, corporelles et énergétiques. L'objectif pour chacun ou chacune d'entre nous, c'est de prendre conscience de l'origine de notre mal-être et des comportements inadaptés que nous avons mis en place pour échapper à ce que nous redoutons le plus. Il peut s'agir de vécus particulièrement traumatiques, des agressions sexuelles, des violences physiques et ou psychiques répétées, la perte d'un parent à un âge précoce. Il peut s'agir d'événements moins dramatiques, mais ressentis comme tels durant l'enfance. Il peut aussi s'agir de situations que l'on pensait avoir déjà réglées, mais qui sont restées installées émotionnellement dans le corps. Il est à noter qu'en apportant de la guérison à nos blessures, nous apportons aussi du soin à notre enfant intérieur, l'enfant que nous avons été, qui a été blessé et qui agit toujours émotionnellement en nous, adultes, tant que nous n'avons pas reconnu et apporté les soins indispensables à la guérison des blessures dont il a été victime. S'agissant des auteurs de nos blessures, ce ne sont pas tous de vilaines personnes, désormais indignes de notre amour et de notre respect. Chacun ou chacune de nous enfile à un moment donné de sa vie, la plupart du temps de manière inconsciente, le costume du blessant. Parce que oui, nous avons aussi ce rôle à jouer dans la grande pièce de théâtre qu'est la vie. Enfiler ce costume du blessant participe à notre développement personnel dans la compréhension des comportements humains, les nôtres et ceux des autres. En nous incarnant, nous nous sommes engagés à poser des actes positifs et négatifs pour notre propre évolution et celle des personnes avec qui nous sommes en interaction. En tant qu'humains, ce n'est pas toujours gratifiant de le réaliser, mais en tant qu'âme, nous remercions les autres de nous permettre ces progressions. Donc, ces personnes qui enfilent le costume du blessant pour venir nous aider à travailler nos blessures ne sont pas toujours conscientes de l'impact de leurs actes. Elles peuvent, par exemple, imaginer se protéger d'une situation qu'elles perçoivent comme un danger pour elles, ou elles peuvent aussi être dans l'incapacité d'avoir cette conscience-là, si une situation accapare toute leur attention de manière totalement égotique. Prenons le cas, par exemple, d'une mère célibataire dépressive, totalement repliée sur sa douleur psychique, qu'elle perçoit comme insurmontable. Cette mère, elle va rejeter assez systématiquement les sollicitations de sa fille, qui cherche à obtenir son attention pour un jeu, un échange ou un besoin primaire tel que la faim. Cet enfant, se voyant refuser tout accès à ses désirs et à ses besoins, elle va se sentir digne de peu d'intérêt, de peu de valeur, et elle pourra aller jusqu'à remettre en question sa légitimité à exister,
puisque sa propre mère ne manifeste à son égard aucune attention. Les conséquences sur le développement de cet enfant vont bien sûr être très dommageables et on peut imaginer qu'une blessure d'abandon pourra s'installer chez cette petite fille. Pourtant, dans cette situation, la mère, elle n'a pas volontairement le désir de nuire à sa fille. C'est sa profonde dépression qui ne lui laisse pas l'espace de se décentrer. Nos blessures sont donc le résultat d'attitudes malmenantes, offensantes, voire dégradantes ou perçues comme telles par l'enfant que nous avons été. C'est l'intensité des actes et ou leur répétition qui vont créer les blessures originelles. Nous serons parfois amenés à constater que nos blessures les plus profondes se dissimulent à notre conscience. Alors c'est notre inconscient qui joue son rôle de protecteur. Il lève les voiles un à un tout en surveillant que notre psychisme soit à même de supporter ce qu'il découvre derrière chacun de ces voiles. Nous aurons donc à effectuer un gros travail de défrichage préalable avant de réussir à débusquer ces blessures profondes. Par ailleurs, il est aussi intéressant d'observer qu'une même blessure peut être active dans différents domaines de notre vie. Sa guérison va alors demander plusieurs étapes qui seront exécutées petit à petit et couche par couche. Un peu comme un archéologue qui, à la découverte d'une jarre romaine, va devoir, pour l'extraire de terre sans la casser, prendre soin de l'aborder sous différents angles avec des outils de plus en plus fins. C'est en prenant le recul nécessaire et en examinant nos comportements réflexes que le processus de guérison pourra commencer à s'installer. Ce processus de guérison, il va demander du temps, car chaque aspect abordé va nécessiter une intégration plus ou moins longue. Tout notre être, corps, esprit et âme, va devoir prendre connaissance de l'endroit où agit la blessure. Il va devoir comprendre les mécanismes qui ont été mis en place pour le protéger d'une éventuelle réactivation de cette blessure, puis accepter que cette protection soit levée. Cela exige de la patience, car les automatismes sont souvent installés depuis de nombreuses années, et c'est eux qui prioritairement ressurgissent avec la volonté erronée de nous protéger. C'est donc petit à petit que nous allons réussir à détecter le moment où le mécanisme habituel se déclenche, et nous deviendrons alors capables de discerner ce qui est de l'ordre de notre imaginaire, qui relève donc d'une analyse tronquée de notre mental, de ce qui est de l'ordre de la réalité et qui naît de l'observation factuelle de la situation. Chaque nouvelle situation va nous permettre de prendre conscience de l'endroit où nous nous trouvons sur ce chemin de guérison. Avons-nous sauté à pieds joints dans les mêmes méprises et malentendus, ou avons-nous réussi à déceler les illusions derrière l'histoire qui nous était présentée? Avons-nous appris de nos expériences, ou avons-nous besoin d'un essai supplémentaire? Alors bien sûr, guérir ces blessures se fait plus facilement si nous sommes accompagnés. À mon sens, les blessures ont meilleure chance d'être traitées durablement si elles sont abordées de manière psychologique, corporelle et énergétique. L'abord psychologique, il va permettre de poser les mots indispensables à la compréhension des comportements que nous adoptons, ainsi qu'aux ressentis et émotions qui nous affectent. Cela va permettre d'aborder intellectuellement ce qui s'est produit dans notre vie, de réaliser comment nous avons mis en place des attitudes censées nous protéger, mais qui nous ont finalement desservis. Les thérapeutes en mesure de nous soutenir pour cet abord sont de manière privilégiée les psychologues et les psychanalystes et les psychiatres. L'abord corporel, il va lui permettre de traiter les émotions et les sensations qui sont restées engrammées dans notre corps au moment où nous avons vécu des situations blessantes. Ces émotions et ces ressentis vont ressurgir et agir sur notre corps à chaque fois qu'une situation comparable ou jugée comme telle par notre mental va entrer dans notre vie. Cela va nous installer dans un état de mal-être que nous allons avoir du mal à maîtriser. Donc les thérapeutes susceptibles de nous accompagner sur ce versant sont les sophrologues, les kinésiologues, les ostéopathes, les art-thérapeutes, etc. Alors il est à noter aussi que durant l'éveil de conscience, on peut être impacté au niveau corporel par différentes sensations et douleurs qui sont inhabituelles. Il n'est pas toujours facile, notamment en début de parcours, de faire la différence seule de ce qui relève de sensations énergétiques liées à l'éveil de conscience ou de symptômes qui sont liés à une pathologie. C'est pourquoi il vaut toujours mieux
consulter un médecin pour écarter toute maladie. L'abord énergétique a pour objectif d'apporter du soin et de rétablir le bon fonctionnement de nos centres énergétiques et de nos corps subtils. Il va permettre également d'obtenir des compréhensions utiles à notre évolution. Donc pour ce versant, on peut se faire accompagner par des énergéticiens, énergéticiennes, des médiums, des thérapeutes holistiques, etc. Alors tous ces praticiens, ils peuvent avoir recours à des techniques qui sont très intéressantes pour nous aider à dépasser nos difficultés. Ça peut être le MDR, l'hypnose, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, la musique, la peinture. Il y a plein de solutions, plein de choses possibles. C'est à chacun et à chacune de choisir la pratique et le praticien qui lui conviennent le mieux. Il est toujours nécessaire de s'interroger, de se renseigner, de se laisser guider par notre intuition. Comme à chaque fois, il faut prendre le temps d'écouter les sensations de notre corps qui nous guident sur ce qui est bénéfique ou pas pour nous. Nous sentons-nous à l'aise avec la personne? Nous sentons-nous détendus, en capacité de nous laisser aller? Est-ce que les techniques qui sont utilisées nous apportent un bien-être, une détente, une libération? Donc guérir une blessure, c'est mettre un point final au processus de réactivation de la blessure originelle. Guérir une blessure, c'est s'éloigner des addictions qui sont mises en place pour atténuer notre inconfort ou notre douleur psychique. Guérir une blessure, c'est gagner en sérénité. Guérir une blessure, c'est s'engager sur le chemin de notre authenticité. Les étais que sont nos masques et nos dysfonctionnements, ils n'ont alors plus de raison d'être. Retrouver notre authenticité, c'est aussi retrouver notre puissance originelle, celle que nous avons toutes et tous à la naissance en tant qu'humains reliés à la source divine. Retrouver notre puissance originelle, c'est permettre à nos polarités féminines et masculines de s'exprimer de manière équilibrée afin de bénéficier plus facilement et plus consciemment de notre capacité à créer et à matérialiser nos désirs. Tant que l'enfant n'est pas encore blessé, il passe d'une polarité à l'autre en fonction de ses désirs et de ses besoins. Il est équilibré. D'ailleurs, lorsqu'on observe un petit enfant dans son environnement, on le voit évoluer naturellement, sans masque. Il peut se consacrer quelques minutes à l'observation d'une colonie de fourmis, puis s'évader par la pensée pour se transformer en leur capitaine, les guidant vers une destination magique où miettes, fruits, morceaux de jambon font le bonheur de ses soldats. Dans ce jeu, l'enfant il va mettre en œuvre sa part féminine pour libérer toute son imagination créative. On peut le voir soudainement se redresser, partir en courant à la poursuite de son chat, qui dans sa course va l'amener vers un tas de branches avec lesquelles il va décider de construire une cabane. Il va alors mobiliser toute sa réflexion pour procéder de la meilleure manière qu'il soit, pour agencer les branchages. Il va déployer également toute son énergie physique dans leur déplacement. Dans cette activité, l'enfant, il va privilégier sa partie masculine qui le pousse à être dans l'action au niveau de son physique et de son esprit. En grandissant et porteur de nos blessures qui empêchent notre authenticité et notre singularité de s'exprimer, le déséquilibre, il va s'installer et nous allons alors nous tourner vers cette partie de nous qui nous semble plus facile d'accès et dans laquelle nous nous sentons plus à l'aise, plus en sécurité. Pourtant, cette sensation de sécurité, c'est un leurre qui nous conduit à perdre une grande partie de nos potentiels. Parce que quand le déséquilibre s'installe du côté féminin, on a tendance à être trop rêveur, à procrastiner, ce qui entraîne une mauvaise gestion de son temps et des difficultés à mettre les choses en place dans la vie quotidienne. On a tendance à occulter les besoins et les signes de notre corps. On a tendance à avoir un ego inversé qui nous fait croire que nous ne sommes pas suffisants, qui nous pousse à nous excuser tout le temps et qui nous incite à dire le contraire de ce que l'on pense pour ne pas décevoir. Quand le déséquilibre s'installe du côté masculin, on a tendance à être beaucoup trop dans l'action, à ne pas se poser, à ne pas prendre le temps de réfléchir avant d'agir, à être dans une pensée rigide, à mettre à distance nos sphères émotionnelles et spirituelles qui ont tendance à nous effrayer, et à avoir un ego trop présent qui impose à l'autre, qui passe en force. Alors ce déséquilibre entre nos polarités féminines et masculines qui résulte de nos blessures peut aussi avoir été accentué par le mode éducatif que nous avons reçu.
Par exemple, si notre milieu familial favorisait des valeurs de réussite matérielle coûte que coûte, que nos temps libres devaient tous être remplis par des activités où les challenges physiques étaient les seuls à l'honneur et où on pouvait entendre des réflexions du type il y a que les femmes laides qui chialent, que l'on soit fille ou garçon, il est fort à parier que l'enfant que nous avons été aura très peu exprimé sa part féminine. Et à l'inverse, si nous avons été élevés dans un milieu où seules les activités artistiques, les visites au musée et les concerts classiques étaient considérés comme admissibles, que l'on ait dû réfréner nos envies et nos besoins d'activité purement physique parce que considérés comme de l'agitation décérébrée, que des formules du genre « tu vas quand même pas jouer au foot, c'est un sport de bourrin » étaient exprimées, notre part masculine a peu de chances de s'être développée convenablement que nous ayons été une petite fille ou un petit garçon. Dans ce couple que forment le féminin et le masculin en nous, chacun a son utilité. Il est bien plus malin de les mobiliser ensemble pour obtenir notre réussite. Alors pourquoi mobiliser notre part féminine et notre part masculine de manière équilibrée est synonyme de réussite? Tout simplement parce que notre part féminine nous donne accès à notre intuition, à nos émotions, à l'activation de notre imagination et de notre pensée créatrice. Notre part masculine nous permet, elle, de mobiliser notre intellect et notre corps dans le but de matérialiser notre pensée créatrice dans notre quotidien. Autrement dit, notre part féminine est symboliquement l'architecte et notre part masculine le maçon. Sans architecte, pas d'opéra de Sydney sous sa forme actuelle, mais sans maçon, pas de construction. L'opéra serait resté à l'état d'idée, de rêve. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très vite pour la suite de ce partage sur l'éveil de conscience. Si vous souhaitez me contacter pour une séance de sophrologie ou un soin énergétique, toutes les informations se trouvent dans la description de la vidéo. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer les notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!